Le matin où ils sont arrivés, j'étais dans le jardin, en train de graisser les charnières du vieux banc en fer forgé de Mireille. C'était un de ces matins de printemps doux, avec dans l'air un reste de froid et la promesse d'un peu de chaleur. Je me souviens que les oiseaux se sont tus d'un coup lorsque j'ai entendu les portières claquer. Pas une, 3. Puis le bruit d'un coffre qu'on ouvre, des roulettes qui raclent sur les pavés, des voix trop fortes pour un dimanche. Je me suis essuyé les mains sur mon mouchoir en tissu et j'ai contourné la maison. Ils étaient là. Ma fille Élodie, debout comme si elle venait de remporter quelque chose, son mari Maxime en train de donner des ordres tout en tirant valise après valise du coffre de leur monospace, et les enfants, les yeux rivés à leurs écrans, déjà installés sur ma vieille banquette, comme s'ils en avaient hérité. Pas de coup de fil, pas de lettre, aucun avertissement, juste là. Je m'appelle Gérard Lévesque. J'ai 76 ans et, jusqu'à ce matin-là, je pensais avoir enfin trouvé une certaine tranquillité après la mort de ma femme Mireille, il y a 6 ans. Nous avions acheté cette maison à Bréville-sur-Mer au début des années 80. 2 étages, un toit en ardoise, des volets blancs et une véranda étroite qui grinçait juste comme il faut sous les pas. Nous y avons élevé Élodie, cultivé un potager, organisé des anniversaires, des veillées, des déjeuners du dimanche. Ce n'était pas juste une maison, c'était la preuve que nous avions tenu bon. Ce que je vais admettre maintenant ne me vient pas facilement. Mais voilà, je les ai laissés rester, même quand chaque partie de moi savait que je n'aurais pas dû. Ils ont dit que leur appartement à Rennes était en travaux. Juste pour quelques semaines, a assuré Élodie, avec ce sourire fatigué. Mais Maxime, lui, ne m'a même pas regardé dans les yeux. Il se comportait comme si tout avait été décidé à l'avance. Comme si je n'étais qu'un jeu de clés oublié sous le paillasson. Et peut-être que je l'étais devenu. Peut-être que je m'étais laissé réduire à ça sans m'en rendre compte. Tout ce que je sais, c'est que, dès cet instant, plus rien dans cette maison ne m'appartenait vraiment, ni le lit dans lequel je dormais, ni les aliments dans mon propre frigo, pas même le silence sur lequel je comptais. Je ne le savais pas encore, mais on était déjà en train de me remplacer. Et ce fut la dernière fois que je me suis laissé surprendre. Dès la 2e nuit, je dormais au rez-de-chaussée. C'est arrivé sans discussion. Maxime est monté avec la plus grosse valise, droit vers la chambre principale, et n'en est plus redescendu. Élodie le suivait, les bras chargés de serviettes, avec ce regard tendu qu'elle prend quand elle fait semblant que tout va bien. J'ai attendu, croyant naïvement que quelqu'un viendrait me demander si j'avais besoin d'aide ou si j'avais une préférence. Personne n'est venu. J'étais dans la cuisine, regardant la lumière de ma chambre briller derrière les volets fermés. Ma chambre, celle que Mireille et moi avions partagée pendant presque 40 ans. Élodie est redescendue un peu plus tard, m'a souri comme si tout était parfaitement normal et m'a dit que ce serait plus pratique pour tout le monde si je prenais la petite chambre du bas. Moins d'escalier, tu comprends. Elle a utilisé ce mot plusieurs fois ces jours-là. Pratique. Comme si ma vie était quelque chose qu'on pouvait replier et ranger dans un tiroir. Je n'ai pas protesté. J'ai hoché la tête et suis allé m'installer dans la chambre d'amis avec ma lampe de chevet et ma brosse à dents. Je n'ai pas emmené la photo de Mireille. Je ne pouvais pas. Le lendemain matin, mon fauteuil, le fauteuil de Mireille, en vérité, avait disparu du salon, relégué au garage comme un vieux tabouret. À sa place, un fauteuil moderne, anguleux, tout droit, sorti d'un catalogue. Il n'avait pas la petite courbure dans le coussin où je posais ma tasse de café le dimanche matin en lisant le journal. Personne ne m'a demandé mon avis. Personne n'a remarqué que je n'y étais plus,
Quand j'ai ouvert le frigo, la moitié de mes provisions avaient disparu, remplacées par des aliments aux noms que je ne savais pas prononcer. Des yaourts végétaux, des salades toutes prêtes, des boissons dans des bouteilles noires comme du charbon. J'ai fait du pain grillé, mais même le goût avait changé. Mon pain de seigle avait été jeté. Maxime a commencé à utiliser mon fourgon, sans rien demander. Il a dit que c'était plus simple que de louer une voiture pendant que la sienne était au garage. Élodie a ri quand j'ai levé un sourcil. Elle a dit « Tu ne conduis presque plus, non? » Comme si ça ne comptait plus. Au dîner, j'ai arrêté d'essayer de suivre. Les conversations partaient dans tous les sens. Les horaires de l'école, les appels clients de Maxime, les stages de yoga d'Élodie. Personne ne me demandait si j'avais passé une bonne journée. Je finissais mon assiette sans un mot et retournais dans la petite chambre où le matelas grinçait à chaque mouvement. Ce soir-là, allongé sous un plafond inconnu, j'ai réalisé que je n'entendais même plus le bruit des vagues. La maison était à la fois plus étroite et plus bruyante. Et moi, j'étais devenu un locataire en sursis. J'ai compris que quelque chose avait basculé le jour où je suis monté à l'étage chercher un châle de Mireille. Le parfum de lavande qu'elle utilisait flottait encore un peu dans l'air, discret, doux, comme si elle venait de quitter la pièce. Mais en ouvrant le placard, je n'ai trouvé que 2 cartons posés à la hâte, l'un d'eux barré d'un feutre noir, divers. Son manteau bleu, celui qu'elle portait à chaque Toussaint, était froissé sous une pile de foulards. Son chapeau de messe, autrefois soigneusement rangé, était affaissé sur le côté, comme si on s'était assis dessus. Le coffre en cèdre, où elle rangeait nos lettres, avait été poussé contre le mur, entrouvert, oublié. Je suis resté là, debout, incapable de bouger. Le plancher me semblait plus fragile que d'habitude, comme s'il refusait de me porter. J'ai fini par descendre, les cartons dans les bras, pour leur demander ce qui s'était passé. Maxime n'a même pas levé les yeux de son téléphone. Il a dit qu'ils avaient besoin de place pour les affaires communes et qu'il pensait que je ne m'en soucierais pas puisque je ne montais plus beaucoup. Élodie, dans la cuisine, composait un bouquet de fleurs séchées. Elle m'a dit que c'était pour mieux organiser, que les affaires de Mireille seraient plus accessibles en bas. Elle a prononcé ça avec douceur, mais son regard fuyait. Ce même jour, la photo de notre 30e anniversaire de mariage avait disparu du dessus de la cheminée. À sa place, un cadre épuré montrant une plage en noir et blanc. Maxime avait dit que ça faisait plus propre, plus épuré. L'ange en porcelaine que Mireille adorait, celui qu'elle avait acheté lors de notre première escapade à Honfleur, avait tout bonnement disparu. Je l'ai retrouvé des jours plus tard, ébréché dans le tiroir du bas de la commode d'appoint. Au dîner, les enfants ont demandé pourquoi il y avait autant de vieilles photos partout. Maxime a dit qu'il fallait que la maison évolue, qu'elle soit plus actuelle. J'ai regardé Élodie, attendant qu'elle le contredise, qu'elle rappelle que c'était la maison de sa mère. Mais elle s'est contentée de boire son eau pétillante en disant que ce serait peut-être mieux si ça ne ressemblait pas à un musée. Je n'ai presque rien mangé. Juste remuer les légumes dans mon assiette, en fixant la table, celle qui avait accueilli tant de repas avec Mireille, tant de veillées tranquilles. Son siège, toujours à gauche, était vide. Le mien avait été déplacé près de la poubelle. Ce soir-là, je suis allé dans le garage où les cartons étaient empilés. Je me suis assis sur un vieux seau retourné et j'ai ouvert celui qui contenait sa boîte à musique. Elle fonctionnait encore, un peu lente, mais reconnaissable. Je l'ai laissé jouer dans l'obscurité. C'est là que j'ai compris. Il ne réaménageait pas seulement les pièces, il déracinait la mémoire. Et Mireille était en train d'être effacée, comme si elle n'avait jamais vécu ici. Les dîners étaient autrefois mon moment préféré. Mireille et moi avions notre rituel.
Elle cuisinait pendant que je mettais la table. Même après son départ, j'avais gardé cette habitude, une assiette, une fourchette, un couteau, une serviette pliée et toujours une bougie. Pas pour la lumière, mais pour la symbolique. Ça donnait un sens au silence. Maintenant, la table était pleine tous les soirs, mais je m'y sentais plus seul que jamais. Élodie et Maxime parlaient sans jamais s'adresser à moi. Leurs phrases me contournaient comme de la vapeur, jamais dirigées, toujours enroulées autour d'eux. Horaire d'école, réunion Zoom, clients potentiels, recettes à base de graines de chia. Les enfants étaient plongés dans leurs tablettes, sauf quand on leur disait de poser leur coude ou de mâcher la bouche fermée. Même le bruit des couverts semblait calculé, comme s'ils mangeaient pour cocher une case, pas pour partager un moment. Une fois, j'ai tenté de me joindre à la conversation. Ils parlaient d'un nouveau café bio qui allait ouvrir en ville, et j'ai évoqué la vieille pâtisserie qui se trouvait là avant, celle où Mireille et moi achetions ses gâteaux d'anniversaire. Maxime a levé la tête à peine une seconde pour dire « Oui, ils ont rasé ça depuis longtemps. C'est le progrès. » Puis il a replongé dans son assiette. Élodie m'a adressé un sourire flou, le genre de sourire qu'on offre à un inconnu dans un couloir. Le pire, ce n'était pas ce qu'il disait Yend, c'était ce qu'il ne disait pas. Il ne me demandait jamais comment j'allais, jamais si j'avais besoin de quelque chose. Même quand je ne touchais pas à mon assiette, personne ne le remarquait. J'ai cessé de préparer de vrais repas. Un bol de soupe, 2 tartines, vite mangé, vite oublié. Je quittais la pièce avant même que la vaisselle soit posée. Un soir, Maxime a proposé que je mange dans le salon pour que les enfants puissent notre mieux se concentrer sur leurs devoirs. Je n'ai pas compris tout de suite. Puis j'ai vu son regard. Il parlait de moi. Je me suis levé sans rien dire. J'ai pris mon bol de pot-au-feu et je suis allé m'asseoir dans le canapé sans allumer la télé. À travers la cloison, j'entendais les rires étouffés et le bruit des verres. Même le chien qu'ils avaient amené, malgré mes allergies, m'avait oublié. Plus tard, devant le miroir de la salle de bain, je me suis regardé longuement. Non pas par vanité, juste pour vérifier que j'étais encore là. Mon reflet m'a semblé plus vieux que la veille, plus transparent. Je vivais chez moi comme un invité embarrassant qu'on n'ose pas chasser. Chaque geste familier, chaque rituel partagé avec Mireille avait été noyé dans le bruit et l'indifférence. Et cette maison, autrefois pleine de vie, ne gardait plus que des échos que personne n'entendait. Il était tard, sans doute après 22 heures. Je venais de plier quelques chemises et j'allais monter me coucher quand je me suis souvenu de ma tasse restée dans la cuisine. En marchant doucement dans le couloir pour ne réveiller personne, j'ai entendu des voix venant du salon. La télévision était éteinte. Le ton était bas, mais ferme, ce genre de murmure qui trahit des intentions qu'on préférerait garder secrètes. Je me suis arrêté juste avant l'embrasure, hors de vue. Maxime parlait le premier, sa voix sèche et tendue. Il disait avoir discuté avec un architecte d'intérieur au sujet de la chambre du bas. Il parlait d'y faire des aménagements, une meilleure optimisation de l'espace, une fois que le vieux serait parti. Élodie était assise sur le canapé. Sa voix était plus faible, mais chaque mot me frappait comme un vent glacial. Elle disait « On a déjà versé l'acompte. Ils peuvent te garder la chambre jusqu'à 2 mois. » Mon estomac s'est noué. J'ai compris. Il parlait d'un établissement médicalisé. Pour moi. Maxime évoqua un centre situé près de Saint-Malo. Propre, bien tenu, personnel soignant présent 24 heures sur 24. Franchement, c'est ce qu'il y a de mieux si on veut rester ici à long terme. Élodie ne protesta pas. Elle demanda simplement « Tu crois qu'on pourrait lui faire croire que c'est lui qui a eu l'idée? » C'est cette phrase qui m'a marqué. Ce n'était pas la décision en soi, c'était leur façon d'envisager ma disparition.
comme un transfert administratif à gérer sans vague. Je suis retourné dans ma chambre lentement, faisant attention à ne pas faire craquer le parquet. Mes mains tremblaient lorsque j'ai attrapé le verre d'eau sur ma table de nuit. Je me suis assis au bord du lit, fixant le pilulier préparé avec soin, celui que Mireille remplissait chaque dimanche soir. Je n'avais jamais raté une seule dose. Ce soir-là, j'en ai oublié l'heure. Je visualisais cette chambre d'EHPAD qu'il décrivait bien. Des murs blancs, une fenêtre qui s'ouvre à moitié, un lit simple et peut-être une photo sur la table de chevet si on me laissait l'apporter. Je pensais aux vagues que je n'entendrai plus, aux soirs où Mireille et moi lisions chacun de notre côté avant d'éteindre la lumière. Je nous revoyais, main dans la main, dans ce lit que Maxime occupait désormais. La trahison ne m'a pas atteint comme un coup de poignard. Elle m'a envahi comme une bruine, froide et continue. Je suis resté assis là, à écouter le frigo bourdonner doucement et le bois de la maison gémir avec la nuit. Je n'étais pas en colère, pas encore. J'étais blessé, profondément. Mais une chose est devenue très claire. Il me pensait être assez vieux pour qu'on puisse me manipuler. Il me voyait comme un homme déjà parti. Mais j'étais encore Gérard Lévesque, et je venais tout juste de me rappeler ce que j'avais à défendre. Le lendemain matin, je n'ai pas suivi ma routine. Pas de café, pas de tartine, pas de tentative polie de m'insérer dans la conversation du petit déjeuner. Je suis resté assis dans la petite pièce du rez-de-chaussée près de la fenêtre, regardant la lumière tracer lentement une ligne sur le plancher. Mireille disait toujours que la lumière du matin dans cette maison révélait ce qui était vrai. Ce jour-là, elle m'interrogeait en silence, comme pour me demander ce que j'attendais. Je n'ai pas tardé à répondre. Avant midi, je montais lentement l'escalier qui menait au grenier. Chaque marche grinçait comme pour me décourager, mais je savais exactement ce que je cherchais. Mireille avait toujours été organisée. Chaque papier rangé, classé, étiqueté dans une vieille malle en bois de noyer qui sentait encore l'huile de rose. J'ai ouvert le compartiment propriété, le cœur battant. À l'intérieur, il y avait les documents d'achat datant de 1984, la lettre de décharge de prêt de 2001 et surtout le titre de propriété. Je l'ai déplié doucement, posant la feuille sur le couvercle de la malle. Mon nom, Gérard Louis Lévesque, y était inscrit, noir sur blanc. Juste en dessous, celui de Mireille. Aucune mention d'Élodie. Aucun ajout. Aucun transfert. Aucun oubli. J'ai fixé les lettres imprimées jusqu'à ce que la lumière change dans la pièce. Je me suis adossé à une boîte de décoration de Noël, laissant l'instant s'installer en moi. Il n'avait rien vérifié. Maxime, si sûr de lui, n'avait même pas pris la peine de consulter les registres. Il avait supposé que j'étais déjà un pas dans la tombe, mais moi, je me souvenais de chaque centime versé, de chaque hiver à colmater les fenêtres, de chaque fois où Mireille et moi avions partagé un silence en regardant tomber la pluie. Cette maison n'était pas à moi seulement par la loi. Elle m'appartenait dans la chair, dans le souvenir, dans l'endurance. Ce soir-là, j'ai placé le document à plat sur le petit bureau de la chambre. Je l'ai relu 2 fois, caressant son bord avec le pouce. J'imaginais Mireille, debout près de la porte, les bras croisés, silencieuse mais ferme. Elle ne haussait jamais la voix. Elle attendait que je me tienne droit. Une fois les autres couchés, la maison paisible, j'avais pris ma décision. Ils croyaient me pousser vers la sortie, morceau par morceau. Mais ils avaient oublié un détail. C'était encore mon nom qui figurait sur les murs. J'ai plié doucement l'acte, l'ai glissé dans une enveloppe neuve et l'ai caché sous mon oreiller. Je n'avais pas encore de plan. Mais j'avais mieux. Une preuve. La preuve que j'étais encore là.
que rien n'était fini. Et cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, j'ai dormi d'un seul souffle. Le lendemain, j'ai composé un numéro que je n'avais pas appelé depuis des années. Il s'appelait Raymond Morel, un ancien collègue de la Poste. On avait trimé ensemble pendant presque 30 ans, à distribuer le courrier dans la brume des matins d'hiver, à trier les lettres, jusqu'à en avoir les doigts noirs d'encre. Ray avait pris sa retraite quelques années avant moi, s'était installé dans un pavillon à Plancoët. Il était venu aux obsèques de Mireille, et depuis, on s'appelait 2 ou 3 fois l'an, souvent en silence plus qu'en paroles. Il a décroché au 2e appel. Je n'ai pas tourné autour du pot. Je lui ai dit qu'Élodie et Maxime s'étaient installés chez moi, que les choses glissaient dans une direction que je n'aimais pas, et que j'avais toujours le titre de propriété, mais aucune idée de comment m'en servir sans provoquer une guerre. Il ne m'a pas posé de questions. Il a juste dit « Passe me voir demain, j'ai peut-être quelqu'un pour toi. » La route vers Plancoët était familière. Je l'ai prise en gardant les vitres à moitié ouvertes. La brise salée venant de la côte soufflait fort ce jour-là. Le paysage s'étirait en champs et haies bien taillées. Chez Ray, rien n'avait changé. Même porche en bois, même nain de jardin à moitié enterré, même odeur de café un peu trop fort. Il m'a versé une tasse et on s'est assis à la table de la cuisine, comme on le faisait pendant nos pauses d'antan, sans se presser. Il m'a parlé de son neveu Loïc. Un agent immobilier de Dinan, jeune, discret, spécialisé dans ce qu'il appelait les situations sensibles. Il traitait des ventes bloquées par des divorces, des successions mal ficelées, des maisons occupées sans titre. Ray m'a dit qu'il était fiable, rapide, et qu'il ne poserait pas de questions inutiles. J'ai accepté de le rencontrer. L'après-midi même, Loïc est arrivé. La trentaine, chemise en lin, un classeur sous le bras plus épais qu'un dictionnaire. Il a écouté calmement, sans jamais m'interrompre. Il notait tout, avec une concentration qui m'a immédiatement rassuré. Quand je lui ai tendu l'acte de propriété, il l'a lu lentement, puis m'a regardé avec sérieux. « Ils n'ont vraiment rien vérifié, a-t-il murmuré. Je n'ai rien répondu. Il m'a demandé ce que je voulais. Vendre, récupérer, faire expulser, j'ai répondu que je n'en savais rien. Seulement que je voulais reprendre la main avant qu'il ne signe ma sortie définitive. Il a hoché la tête. Alors on va faire en sorte que ce soit vous qui tenez le stylo quand il y aura des papiers à signer. Il m'a promis de rester discret, pas d'annonce publique, pas d'enseigne plantée devant chez moi. Juste quelques coups de fil ciblés à des acheteurs capables de comprendre le mot « respect ». Quand j'ai quitté Ray ce jour-là, je ne ressentais ni joie ni vengeance. Je sentais seulement une chose que j'avais perdue depuis trop longtemps. Le contrôle. Loïc n'a pas traîné. En une semaine à peine, il avait parlé à 3 acheteurs potentiels. Tous avaient le portefeuille assez solide pour éviter les banques et surtout la patience nécessaire pour naviguer une transition délicate. C'est comme ça qu'il appelait ma situation. Je l'aimais bien pour ça. Il ne cherchait pas à enjoliver les choses, mais il ne les salissait pas non plus. Il parlait avec respect, avec mesure. Il avait compris que ce n'était pas juste une vente, c'était une reprise de souffle. La 3e visite fut la bonne. Elle s'appelait Sylvie Landrin. Début de soixantaine, silhouette discrète, veuve depuis peu. Elle cherchait à quitter une grande propriété en périphérie de Nantes, devenue trop vide, trop lourde. Elle voulait un endroit près de la mer, tranquille, avec une âme. Loïc a organisé une visite discrète, un samedi matin, pendant qu'Élodie et Maxime étaient partis au marché bio de Dinard. J'étais là pour l'accueillir, les mains moites,
mais l'esprit clair. Sylvie n'a pas regardé les murs. Elle a regardé les détails, le vieux figuier au fond du jardin, l'usure des marches en pierre menant à la véranda, les rayures sur le parquet du couloir laissées par les chaussures de Mireille pendant des années. Elle m'a demandé si l'arbre avait une histoire. J'ai raconté que Mireille et moi l'avions planté pour célébrer la naissance d'Élodie. Elle a souri. Elle ne cherchait pas une maison, elle cherchait un lieu de vie. Je lui ai dit la vérité, que la maison était toujours légalement à moi, mais que ma fille et son mari avaient pris leurs aises, que j'étais sur le point d'être remplacé, et que je voulais vendre à une condition. Je resterais sur place, dans le petit pavillon au fond du jardin, un studio que Mireille et moi avions aménagé pour les invités. Une pièce, un coin cuisine, une terrasse tournée vers l'ouest, c'était tout ce qu'il me fallait. La paix. Elle a hoché la tête, lentement, puis elle m'a demandé, très simplement, si je serais d'accord pour entretenir le jardin, garder un œil sur la maison quand elle s'absenterait. J'ai dit oui, sans réfléchir. Ça m'a semblé juste. Même Mireille aurait approuvé. Une transition douce, sans bruit, sans colère. Les papiers ont été signés la même semaine. Pas d'annonce, pas de panneaux, pas de voisins curieux. Tout était propre, légal, silencieux. Loïc avait tout préparé. Une vente nette, avec clause d'occupation pour moi, verrouillée. Je suis resté seul dans le pavillon, le dossier encore chaud sur la table. J'ai écouté le vent faire danser les feuilles du figuier. Ce que je ressentais n'était pas de la victoire. C'était plus profond. J'avais retrouvé ma place, pas en criant, pas en frappant, en restant debout, et il ne savait encore rien. L'invitation n'était pas pour moi. Je l'ai trouvé scotché au frigo un matin, un carton glacé aux bordes dorées, avec cette esthétique un peu prétentieuse que Maxime aimait tant. Une journée en famille, c'était écrit en lettres cursives, suivi des prénoms de ses parents, en majuscules. La date était fixée pour le samedi suivant. Une petite liste d'invités était griffonnée au stylo sur une feuille volante, une 50aine de personnes, tous les amis de Maxime et les siens. Personne ne m'avait demandé mon avis. Personne ne m'avait même prévenu. Ils avaient déjà transformé le salon en salle de réception, ajouté des nappes blanches, des chaises pliantes, des guirlandes en papier. Maxime avait fait appel à un traiteur de Saint-Lunaire. Élodie passait ses après-midi à tester différentes playlists sur l'enceinte Bluetooth, répétant que le bon fond sonore crée l'ambiance. Cette semaine-là, je suis resté dans le pavillon presque tout le temps. Je laissais les rideaux fermés. Les papiers étaient signés, tout était légal. Loïc m'avait confirmé que l'enregistrement de la vente était effectif. Il ne manquait plus qu'un détail, le moment, le bon moment. Le jour de la fête, la maison semblait sortie d'un magazine. Fleurs fraîches, lumière tamisée, vaisselle brillante. J'étais assis derrière la fenêtre du pavillon, observant les allées et venues comme un témoin invisible. Maxime, en chemise repassée, courait dans tous les sens pour coordonner les livraisons. Élodie, concentrée, arrangeait les serviettes, testait les micros, jetait un coup d'œil sur les verrines. Les premiers invités sont arrivés à 16 heures. Des voitures garées jusqu'à l'angle du chemin des Érables. Les parents de Maxime sont sortis d'une berline grise, accueillis comme des ministres. Le champagne a coulé, les rires ont fusé. C'était leur maison maintenant, leur événement. J'ai attendu que le bruit monte, que l'illusion soit complète. Alors, j'ai pris le dossier que m'avait remis Loïc, j'ai remis ma veste et j'ai marché lentement, avec calme, par le chemin de gravier qui menait à la terrasse. Sylvie m'accompagnait, discrète, élégante, les mains croisées sur son sac à main. Elle n'avait besoin de rien prouver.
Quand nous avons franchi la pelouse, les conversations se sont arrêtées, comme si quelqu'un avait coupé le courant. Maxime m'a vu le premier. Son sourire s'est figé. Élodie, en train de verser du vin, s'est figée aussi. La carafe tremblait dans sa main. Je me suis avancé, j'ai salué quelques voisins. Puis, j'ai présenté Sylvie comme la nouvelle propriétaire des lieux. Sa voix, à elle, était douce, mais claire. La réaction fut immédiate. Un silence dense, pesant, parcourait la terrasse. Les invités se regardaient, incertains. Maxime s'est approché, tendu. Je lui ai remis le contrat signé, puis je lui ai dit, sans colère mais sans détour, qu'ils avaient 30 jours pour partir. Exactement comme ils avaient prévu pour moi. Au début, personne ne sut comment réagir. Maxime tenait le contrat dans les mains, comme s'il venait de recevoir un avis de décès. Sa bouche s'ouvrait sans qu'aucun mot ne sorte. Le rouge de ses joues avait disparu, remplacé par une pâleur sèche qui trahissait l'effondrement. Il ne ressemblait plus à l'homme sûr de lui qui plaisantait devant les serveurs et parlait d'investissement comme d'un match de tennis. Il ressemblait à un homme pris à son propre jeu. Élodie, elle, était restée immobile. Sa main encore agrippée à la carafe, elle fixait le vide devant elle. Elle n'avait pas bougé d'1 centimètre, comme si ce moment ne pouvait pas exister, comme si refuser de le regarder l'en empêcherait de devenir vrai. Autour d'eux, les invités échangeaient des regards. Certains baissaient les yeux, d'autres faisaient semblant d'ajuster leur montre ou de consulter leur téléphone. Une femme s'éloigna doucement du buffet, serrant son sac contre elle, comme si elle avait pénétré par erreur dans une pièce intime. Les parents de Maxime, eux, semblaient simplement perdus. Sa mère lui demandait ce qui se passait, d'une voix qui montait en aigu, mais il ne répondait pas. J'ai raclé ma gorge, pas pour réclamer le silence, mais pour tenir debout. J'ai parlé calmement. J'ai expliqué que la maison avait été vendue légalement. J'ai présenté à nouveau Sylvie, précisant qu'elle en était la propriétaire, en titre comme en droit. Il n'y avait ni ressentiment, ni ironie, juste la vérité. Et cette vérité, c'est que, sous l'accord signé, il leur restait 30 jours pour quitter les lieux, ni plus, ni moins. C'était la loi. La loi. Et c'était ce qu'eux-mêmes m'avaient accordé dans leur plan initial. Maxime a retrouvé sa voix, enfin. Il s'est mis à parler fort, demandant des explications, évoquant son avocat, son incompréhension totale de la situation. Mais sa voix tremblait. Elle n'avait plus le ton conquérant qu'il arborait lors de ses dîners. C'était une voix nue, pressée, paniquée. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait plus rien à ajouter. Le contrat était là. Le sceau de la mairie aussi. Tout était clair. Élodie s'est approchée lentement. Elle tenait toujours la carafe, mais cette fois, elle la posa doucement sur la table. Son regard cherchait le mien. Et ce qu'elle y mit n'était pas de la colère. C'était une prise de conscience. Elle murmura, presque inaudible, « Je ne savais pas ». Je lui ai répondu, en la regardant droit dans les yeux, « Tu n'as pas demandé ». Peu à peu, les invités ont commencé à se disperser. Certains sont partis sans dire un mot. D'autres m'ont salué avec une forme de respect muet. Maxime a fini par entrer, laissant le contrat sur la table comme une preuve trop lourde à porter. Élodie est restée debout, incapable de bouger, les bras vides. Je suis retourné vers le pavillon, tranquillement. Le vent portait cette odeur d'algues et de sel que j'avais tant aimée. La maison respirait à nouveau. Et pour la première fois depuis des mois, le silence n'était plus une punition, c'était une paix. Le lendemain matin, la maison semblait différente. Pas plus vide, pas plus calme, simplement vidée de son illusion. Le silence n'était plus tendu, il était résigné. Maxime ne m'adressa pas un mot
quand je le croisai dans le couloir. Il tenait son téléphone contre l'oreille, marmonnant quelque chose sur une procédure juridique, mais le ton de sa voix n'avait plus rien d'assuré. C'était celui d'un homme qui cherche désespérément une sortie qu'il ne maîtrise plus. Élodie était dans la cuisine. Elle portait un vieux pull, les cheveux tirés en arrière, et emballait les assiettes dans du papier journal. Elle faisait cela sans un mot, les gestes lents mais fermes. Ses mains, celles-là même qui avaient autrefois décoré le sapin avec Mireille, s'affairaient désormais à plier et ranger, comme on enterre quelque chose qu'on ne veut plus voir. Ce jour-là, je ne suis pas entré dans la maison. Je me suis contenté de l'observer depuis la véranda du pavillon. Je les regardais transporter leurs affaires, les mêmes valises qu'ils avaient faites rouler dans l'allée en arrivant 3 mois plus tôt. Leurs cartons formaient une pile sur le bord du perron, chaque pièce démontée dans un ordre inverse, comme une scène qu'on rembobine. C'était étrange de voir leur installation se défaire, d'assister au retour des objets dans leurs contenants, aux oreillers qui reprenaient forme dans les sacs vides, aux lampes que Maxime essayait de faire entrer dans le coffre de leur voiture familiale. Élodie s'occupait des cadres, des coussins, des couverts qu'elle avait apportés. Personne ne parlait. Les enfants posaient des questions, bien sûr. L'un d'eux a demandé s'ils étaient expulsés. J'ai entendu Élodie répondre sans détour. « On va habiter ailleurs pour un moment. » Une phrase vague, sans poids, mais les enfants savent. Ils enregistrent ce que les adultes n'osent pas nommer. Comme moi autrefois, dans le salon de mes parents quand les portes se fermaient pour mieux se murmurer. Je suis allé dans le jardin ce jour-là pour m'occuper des rosiers. La taille avait été négligée. Le figuier tenait bon, mais les tiges secondaires prenaient le dessus. J'ai sorti les outils, mes vieux gants de cuir, et j'ai travaillé sans me presser. Le soleil était haut, et pour la première fois depuis longtemps, le vent me semblait familier. En fin d'après-midi, Maxime a sorti la dernière valise. Il s'est arrêté près des marches, sans rien dire, regardant le chemin. Peut-être s'attendait-il à un mot de ma part, un geste. Mais je n'ai pas bougé, pas par rancune, par choix. J'avais déjà donné. Élodie était sortie à son tour, tenant dans ses bras un cadre. La photo d'elle et Mireille sur la plage de Saint-Briac un jour d'été. Elle m'a regardé comme si elle allait parler. Puis elle a baissé les yeux. Les portières ont claqué. Le moteur a démarré. Ils sont partis. Je ne suis pas rentré tout de suite. Je suis allé m'asseoir sur le banc, face à l'inlet, là où Mireille et moi venions réfléchir, en silence. Le vent soufflait doucement. L'eau brillait. Et pour la première fois depuis longtemps, il n'y avait plus rien à défendre, seulement ce que je choisissais de garder. La maison est restée silencieuse pendant 2 jours entiers après leur départ. Ce n'était pas le silence oppressant des dernières semaines, c'était un silence doux, comme un drap qu'on secoue lentement pour le remettre à plat. Je n'ai pas cherché à le briser. Je l'ai laissé m'entourer. Il n'y avait plus de voix qui passaient au-dessus de la mienne, plus de pas pressés dans le couloir. Juste le bruit du vent dans les arbres et celui, discret, de la mer au loin. Le 3e matin, je suis entré dans le salon principal. Il ne restait presque rien. Les meubles modernes étaient partis, les cadres décoratifs aussi, mais au milieu de la pièce, il y avait encore quelque chose, le fauteuil de Mireille. Je ne l'avais pas revu depuis qu'il avait été relégué au garage. Un peu poussiéreux, mais droit, solide, comme s'il avait attendu. Je me suis approché lentement. Le tissu était toujours doux sous mes doigts. L'empreinte de son corps était encore là, creusée juste comme il faut. Les accoudoirs portaient de fines marques, laissées par des années de petits tapotements de doigts pendant qu'elle lisait. Je me suis installé dedans,
avec lenteur. Le dossier a gémi légèrement, puis s'est arrêté, comme pour m'accueillir de nouveau. De là, je pouvais voir le jardin, la haie, et plus loin, l'eau. C'était la meilleure place dans la maison. Je l'avais toujours su. J'ai attrapé le plaid qu'elle repliait toujours avec soin sur l'accoudoir, et je l'ai posé sur mes genoux. Non pas pour me réchauffer, mais pour la retrouver. Les jours suivants, j'ai rangé, pas pour effacer, mais pour restaurer. J'ai remis l'ange en porcelaine sur le manteau de la cheminée. J'ai ressorti la photo de notre 30e anniversaire et l'ai replacée là où elle avait toujours été. La boîte à musique, celle retrouvée ébréchée dans un tiroir, repose désormais sur la table basse. Elle joue toujours, légèrement décalée, mais le son est là. Je ne l'ai pas réparée. Je trouvais cela plus honnête. Le soir venu, je cuisinais pour moi. Une portion, rien de compliqué. Une omelette, un morceau de pain, un verre de vin. Je mettais un vieux vinyle de Mireille sur le tourne-disque. Les crépitements de l'aiguille emplissaient la pièce d'un rythme irrégulier mais vivant. Je ne faisais plus semblant. Je vivais. Sylvie est passée me voir un après-midi avec un bouquet de lavande de son jardin. Elle a dit que le pavillon avait l'air plus habité. Je l'ai remerciée. Elle a demandé si j'avais besoin de quoi que ce soit. J'ai répondu que non. Elle a souri, puis elle est repartie, laissant le parfum s'installer dans la cuisine. Ce soir-là, assis dans le fauteuil de Mireille, j'ai regardé les murs redevenus familiers. La lumière du couloir s'éteignait doucement. Je ne la sentais plus absente. Elle était là, discrète, présente, silencieuse. La maison était calme, mais elle n'était plus vide. Elle était à nouveau mienne, entièrement. Les jours qui ont suivi n'avaient rien d'extraordinaire. Pas de grands élans de joie, pas de transformation soudaine. Juste un calme nouveau, une lenteur retrouvée. Je me réveillais chaque matin, avec les rayons du soleil qui traversaient les rideaux en dessinant des motifs familiers sur le sol. Il n'y avait plus de pas précipités dans l'escalier, plus de voix pressées dans la cuisine. Le silence était entier, mais il ne me pesait plus. Je prenais mon café quand bon me semblait. Je m'asseyais sur la terrasse du pavillon, la tasse chaude entre les mains, et j'écoutais le vent souffler à travers les cyprès. Il n'y avait plus rien à attendre, plus rien à craindre. C'était le genre de paix que l'on ne reconnaît que lorsqu'on l'a perdu trop longtemps. Parfois, des souvenirs surgissaient, le rire des enfants dans le salon, le bruit des assiettes, la façon dont Élodie chantonnait parfois en mettant la table. Même Maxime, avec ses phrases trop fortes et son assurance forcée, avait laissé une trace. Mais ces souvenirs passaient comme un courant d'air, sans accrocher. Je les laissais venir, puis repartir. Je n'avais plus besoin de les retenir. Je me suis remis à fouiller dans le grenier. Non pas pour faire le tri, mais pour retrouver des morceaux de ce que nous étions. Des lettres, des photos, des carnets de notes écrits par Mireille. Un vieux menu de notre anniversaire de mariage, une carte d'anniversaire d'Élodie, couverte de paillettes roses. Elle avait 8 ans. Elle avait dessiné un soleil qui souriait. Cette version d'elle existait encore, quelque part. Mais ce n'était plus à moi d'aller la chercher. Sylvie a continué à passer, parfois avec un peu de confiture maison, parfois sans raison. Elle s'asseyait avec moi sur le banc, en silence, ou me posait quelques questions sur le figuier, sur le potager. Elle m'a demandé un jour si je pensais un jour quitter la maison pour quelque chose de plus simple. Je lui ai dit que j'étais déjà dans ce qui me convenait. Je n'avais pas besoin de moins, j'avais besoin de juste assez. Elle a hoché la tête et nous avons laissé le silence répondre à notre place. Les gens du village m'ont dit que j'avais meilleure mine, que je paraissais plus droit,
plus léger. Raymond a dit que je semblais rentrer chez moi. Il avait raison. Je ne suis pas devenu un autre homme. Je suis redevenu moi-même. Je suis toujours Gérard Lévesque. Toujours l'homme qui a aimé sa femme, qui a construit sa vie pierre par pierre, qui n'a pas reculé devant la solitude. Ils ont voulu me réduire à un obstacle. Mais j'ai gardé mon nom, mon histoire, ma voix. Et quand le moment est venu, je me suis levé, tranquillement. Et je leur ai montré qu'on ne déloge pas un homme qui connaît encore la valeur de ce qu'il a bâti. Un soir, peu après que tout se soit apaisé, je suis resté debout sur le perron du pavillon, regardant le soleil descendre derrière l'Inlet. L'eau scintillait en reflets d'or et de lavande, et les hautes herbes au bord de la falaise ondulaient doucement, comme si elles se souvenaient du pas léger de Mireille lorsqu'elle traversait ce jardin pieds nus, ses sandales à la main. Cette lumière-là, juste avant la nuit, avait toujours été notre préférée. Elle arrondissait les angles, même ceux de la mémoire. Je pensais à celui que j'avais été, debout dans cette même cour quelques mois plus tôt, effacé dans sa propre maison, réduit à attendre que l'on prenne sa place. Cet homme-là n'était pas faible. Il était seulement fatigué, désorienté. Mais il s'était relevé, pas en criant, pas en forçant, en se souvenant de qui il était. Je ne sais toujours pas si Élodie a vraiment compris ce qu'elle avait permis. Peut-être qu'un jour elle comprendra. Peut-être qu'elle le sait déjà. Je n'ai plus eu de nouvelles depuis leur départ, si ce n'est une enveloppe arrivée sans adresse d'expéditeur. Dedans, une photo, une que je n'avais pas revue depuis longtemps. Mireille et Élodie sur la plage, les pieds dans le sable, riant à quelque chose hors champ. Aucune note, aucun mot, juste cette image. Je l'ai encadrée et posée dans le couloir à côté de la photo de notre 30e anniversaire. Elles sont là, toutes les deux, ensemble, à leur manière. Et cela suffit. Le pavillon n'est plus un refuge. C'est un lieu de vie. J'y vis doucement, sans me presser. Parfois, je lis à voix haute, comme je le faisais lorsque Mireille tricotait en silence. Parfois, je ne dis rien. La maison n'est plus un musée du passé. Elle écoute, elle respire. Sylvie vient encore parfois. On s'installe sur le banc, une tasse de thé à la main. Elle parle peu. Moi non plus. Elle m'a demandé un jour si j'avais pensé à vendre tout, à partir. J'ai souri. J'ai dit que j'étais déjà là où je devais être. Je n'avais plus besoin de fuir. J'avais choisi de rester. Il y a une force que l'on découvre quand on n'a plus rien à prouver. Je n'avais pas besoin de leur colère, ni de leur pitié. J'avais seulement besoin qu'ils me voient, une dernière fois, et qu'ils comprennent. Lorsque le dernier rayon de soleil a glissé derrière l'horizon et que la brise s'est levée, j'ai refermé la porte doucement. Le loquet a cliqué comme avant. Je suis resté là un instant, respirant l'air chargé de sel. Et pour la première fois depuis longtemps, en rentrant chez moi, j'ai senti que rien ne manquait. Tout était là, juste à sa place.